On va reprendre les présentations avec une petite présentation un peu singulière par rapport aux présentations de ce matin. Vous avez un petit peu plus l'habitude d'avoir dans ce genre de colloque. On a le plaisir d'accueillir Francesca, journaliste au Monde, et qui travaille en lien étroit avec le service Cartographie du Monde. Et avec Marie, on est tombé sur un article récemment, enfin ces derniers mois, qui faisait appel à la cartographie, notamment la cartographie qui faisait appel à des techniques de motion design. Et ça nous est paru super intéressant de pouvoir vous présenter ce travail. Et donc on a appelé Francesca, on l'a harcelée, on lui a laissé des messages, elle a fini par nous répondre, elle a bien voulu, enfin en tous les cas, accepter notre invitation pour vous présenter ses travaux. Voilà, je te laisse la parole, Francesca. Ouais. Et si tu as besoin de bouger, il y a tout ce qu'il faut. Yes. Il y a des micros comme ça. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, alors, j'ai un petit moment pour la technique. Voilà, comme ça, voilà. Super. Je maîtrise, je ne devrais pas trop m'emmêler les pinceaux. Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc comme Frédéric m'a présenté, je m'appelle Francesca Fattori et je travaille au service infographie et cartographie du Monde. Alors généralement, quand on se présente, on dit qu'on est journaliste cartographe au Monde. Mais comme je suis devant vous, devant un panel avec plein de vrais géographes et géomaticiens, je vais avoir l'humilité de ne pas dire que je suis cartographe. Parce qu'en fait, au service infographie et cartographie du Monde, on est une quinzaine de personnes. Donc on est journaliste, on a notre carte de presse et en même temps on n'est pas vraiment journaliste dans le sens où on n'a pas fait, dans mon service il n'y a aucun d'entre nous qui avons fait une école de journalisme. Vous avez au sein de ce service des illustrateurs, des géographes et cartographes géomaticiens, des codeurs, et des personnes comme moi qui ont plus un profil sciences politiques, histoire, géo au sens large. Et en fait, notre rôle est celui de faire un peu l'interface entre ceux qui produisent des données, comme vous, entre les spécialistes qui sont sur le terrain, qui soient scientifiques, qui soient des journalistes, envoyés spéciaux ou correspondants, et donc l'interface entre eux qui produisent les données, qui produisent les informations de première main, et nos lecteurs. Et donc Marie, elle m'a contactée pour venir vous parler de ce projet, sachant que donc nous au service infographie on travaille pour l'ensemble du journal, donc toutes les séquences internationales, France, économie, on les traite. J'aurais pu vous parler d'une des dernières cartes qu'on a faites en utilisant justement des données produites par des collectivités locales au Nord-Pas-de-Calais pour vous raconter les inondations, mais on a décidé de rester plus sur une thématique locale. Et donc, c'est un projet que nous avons réalisé cet été, que nous avons réalisé un peu avant l'été et publié au mois de juin, dans le cadre du projet Adaptation. Donc le projet Adaptation, c'est un grand projet que Le Monde a lancé donc au printemps-été 2023, où il s'agissait de en fait, aller voir un peu partout en France, à la fois dans l'Hexagone et en Outre-mer, quel était l'impact du changement climatique sur les territoires français et comment ces territoires arrivaient ou pas à s'adapter. Et donc il y avait un volet sur la ville, donc on a traité justement de la ville de Lyon. Je ne peux pas vous en parler parce que ce n'est pas moi qui a traité de ce dossier-là avec les îlots de chaleur, de fraîcheur dont on a parlé tout à l'heure. Il y a eu un volet sur l'outre-mer, un volet sur les écoles, par exemple. Est-ce que nos écoles sont aujourd'hui prêtes ou pas, adaptées ou pas au changement climatique? Et donc un sur la montagne. Et alors, non, pardon, c'est là. Voilà, donc pour nous, donc nous au service infographie et cartographie, on a bien évidemment été enthousiastes quand on nous a parlé de ce projet. On a voulu être un peu dans tous les dossiers, bien évidemment. Donc moi, j'ai eu à traiter avec des collègues de mon service, c'est lui sur la montagne. Et donc, il fallait choisir un peu l'échelle. Donc en tant que cartographe, vous le savez très bien, la question d'échelle de l'échelle est fondamentale en cartographie. Et en fonction de l'échelle à laquelle on se situe, on ne montre pas les choses de la même manière, on ne raconte pas les choses de la même manière. Donc très rapidement à l'échelle de la rédaction, on savait qu'on voulait se concentrer sur la région des Alpes parce que les données qu'on a aujourd'hui montrent que c'est celle qui se réchauffe le plus en France.
plus 2 degrés environ depuis 1950. Et la région des Alpes, c'est aussi l'une des régions où on voit très concrètement les conséquences du réchauffement, du changement climatique, avec la baisse de l'enneigement, la perte des mois d'enneigement. Donc là, on était à une échelle assez large. Oula, là on ne voit pas, je ne sais pas pourquoi. Ah, Marie, problème technique, je ne sais pas si... Bon, la slide d'après était une carte où on avait cartographié justement toutes les... en fait, les stations de ski Ah ben non, il ne veut vraiment pas. Donc les stations de ski des Alpes, et il s'agissait d'aller voir un peu, de choisir dans laquelle on voulait raconter. Donc tout ça, donc nous on est donc au service infographie et cartographie, mais on travaille aussi avec des rédacteurs, comme je vous l'ai dit, qui eux vont sur place, vont parler avec des élus, des habitants, etc. Et donc on a décidé d'aller à une échelle encore plus fine. Et on a décidé de prendre l'exemple de la vallée de la Tarentaise où se trouve aujourd'hui la plus grande concentration de domaines skiables au monde. Donc c'est une région qui ressemble une douzaine de stations, qui pèse énormément dans le business français et mondial du ski. C'est l'une des régions qui a été au cœur du plan de neige des années 60-70. Et donc voilà, dans cette région, on trouve réunis à la fois des enjeux économiques très importants et des enjeux environnementaux. Et donc voilà, il y a eu plusieurs sites de cette vallée de la Tarentaise qui ont été du coup étudiés par nos rédacteurs. Et donc on va se concentrer notamment sur le domaine de Tignes, où en fait, donc Sylvia Zappi, une rédactrice du journal, s'est rendue pour montrer comment aujourd'hui le changement climatique impacte très directement l'économie de l'environnement déjà de cette commune et aussi donc son économie. Et alors je vous propose de commencer un peu par la fin, donc pour voir un peu le résultat de ce travail infographique qu'on a fait avec mes collègues. Et après, je vais vous expliquer comment on est arrivé à ça. Donc, Marie, vous pouvez scroller. Donc, il y a un début d'article, enfin, le début de l'article. Et après, donc voilà, on arrive plus sur la partie carto, donc dans laquelle on est parti de la vallée de la commune de Tignes. Donc, on voit l'une des parties de la commune, donc Tignes-Val-Claret. Donc, on raconte ce glacier de la Grand-Motte qui surplombe la commune de Tignes. Alors, s'il y a des représentants du Val d'Isère, vous pardonnerez les petites imprécisions que je peux avoir. Donc, glacier de la Grand-Motte, qui est un peu l'emblème de cette commune. Commune qui a fait son succès, station de ski qui a fait son succès sur skier 365 jours par an. Donc c'est un glacier qui est situé entre 2006 et 3006 mètres d'altitude. On peut avancer. Par lequel on accède avec un tunnel souterrain qui a été percé pour arriver directement en haut du glacier, une sorte de métro de neige. On peut avancer. Et en fait, la particularité de ce glacier aujourd'hui, on peut avancer encore, c'est qu'aujourd'hui, de symbole de la station, de symbole de la commune de Tignes, il est devenu le symbole du changement climatique. Et donc on voit l'étendue du glacier en 1982, et c'est lui qu'il est aujourd'hui, ou plus précisément en 2019, avec donc des couleurs en jaune, c'est là où il y a une perte d'épaisseur du glacier depuis 1982, et en bleu, là où il y a eu des petits gains. Voilà, donc donc ça c'est la situation aujourd'hui. Et si on continue, voilà, on voit que d'après les modélisations du GIEC, d'après les scénarios d'évolution des émissions de gaz à effet de serre du GIEC, qu'on se mette dans un scénario médian ou dans un scénario optimiste ou pessimiste, en fait, le glacier, il va disparaître. Donc d'abord, ça sera une partie du glacier que vous avez vu disparaître sous nos yeux. Et après, si on continue, donc voilà, avant 2030, cette partie du glacier va disparaître. Et si on avance encore dans le temps,
l'autre partie du glacier va disparaître et en fait, qu'on prenne le scénario optimiste, moyen ou pessimiste, entre 2060 et 2090, d'après les modélisations qui ont été faites à partir des évolutions du GIEC, le glacier aura disparu. Et déjà aujourd'hui, on voit très concrètement que la baisse de... Comment dire, la réduction de l'épaisseur du glacier et la fonte a provoqué déjà la création d'un nouveau lac en altitude, qui est un danger potentiel, un risque potentiel pour la vallée et donc pour les habitations autour. Mais si on avance encore, on a vu par exemple qu'à l'été 2022, quand il y avait eu un épisode de canicule, la saison d'été de ski, enfin la saison de ski d'été plutôt sur le glacier, avait dû être arrêtée beaucoup plus tôt parce qu'il y avait des problèmes de stabilité pour une partie des infrastructures, des pylônes par exemple. Il y avait des crevasses qui étaient apparues et donc il n'était plus sûr de pouvoir assurer le ski sur ce glacier. Donc d'ores et déjà, on a vu à moyen et long terme ce qui va se passer, mais d'ores et déjà, ça a un impact. Et donc, on a pu modéliser aussi les infrastructures qui ont déjà été arrêtées et commencé à être démantelées pour justement faire face à ça. Mais si on avance encore, on voit que, en fait, on a appris, on a pu cartographier que la commune de Tignes n'est pas encore prête à abandonner le modèle du ski, enfin, en voyant le modèle du ski sur le glacier, et que donc elle essaie de mettre en place aujourd'hui des techniques pour essayer, non pas d'arrêter la fonte parce qu'elle est un peu inéluctable, mais du moins de la ralentir. Et donc, par exemple, pour conserver la neige d'une saison à l'autre, on essaye de créer des tas de neige artificielles et de les protéger sous des bâches. Mais voilà, sans descendre trop dans des détails, il y a un impact environnemental qui est à l'étude et qui n'est pas encore entièrement évalué. Et aussi, si on avance, ça c'est une partie des projets qui sont mis en place. Mais il y a aussi d'autres projets qu'on a pu cartographier, où en fait, si d'une part on essaye de ralentir l'arrêt du ski et en même temps on sait que, enfin, on a des éléments qui nous disent que à moyen à long terme le ski sur le glacier ne va plus être possible. Il y a aussi des projets d'aménagement du glacier qui se mettent en place pour développer des nouvelles infrastructures pour attirer des touristes qui ne viendraient pas faire du ski, mais qui viendraient faire d'autres formes de tourisme sur le glacier. Et donc, typiquement, il y a une nouvelle funiculaire qui monterait toujours en haut, et voilà. Et donc, on voit que, enfin, on a pu cartographier à la fois les évolutions à venir sur le glacier, mais aussi la manière dont les autorités locales sur place, elles essayent de faire face, elles essayent de s'adapter à ces évolutions environnementales. Donc, je crois que là, on arrive à la fin. Donc, voilà. Et alors, on reprend la présentation. Donc là, je vais vous expliquer un peu comment on a fait. Oups. Voilà, média lecture. Alors, en fait, donc, je vous ai parlé de la collègue qui était partie sur place, parce qu'en fait, aussi, j'ai oublié de le mentionner, donc, au service cartographie et infographie du monde, on cartographie le monde entier, mais ce n'est pas nous qui allons sur le terrain. Et donc, Sylvia, elle est allée sur place, elle a rencontré des élus, elle a rencontré des guides de haute montagne, elle a rencontré des habitants, elle a rencontré plein de personnes qui lui ont fourni des données qui était très intéressante, parce qu'en fait, donc, tout ce que vous avez vu avant, on aurait dit voilà, une animation, un lecteur pourrait se demander mais comment ils ont fait pour faire ça. En fait, tout à l'heure, on a parlé des données et de la légitimité qu'elles permettent d'avoir. Nous, en fait, on se base toujours sur des données scientifiques. Je vous dis, nous ne produisons pas la donnée, mais nous allons la chercher là où des producteurs de données comme vous la mettent en accès libre, mais des fois, il n'y a pas toujours un accès qui est libre, ou alors on nous fournit des rapports, les sources de nos rédacteurs nous fournissent des rapports, à partir desquels donc, on peut modéliser
on peut préparer des cartes qui sont donc géoréférencées, géolocalisées, qui permettent après à nos lecteurs de voir en un coup de scroll, en un coup d'œil, à quoi cela va ressembler. Et donc ça, typiquement, c'était un rapport qui avait été produit par la Compagnie des Alpes sur une modélisation du changement climatique, qui montrait à court, moyen et long terme comment va changer l'enneigement. Ou déjà, par exemple, je vous parlais des infrastructures qui sont impactées par la dégradation du glacier, là où elles se situent et à quelle échéance elles peuvent être démontées. Donc, on a utilisé ces données-là. Et également, Sylvia, elle avait pu récupérer un rapport qui avait été réalisé par l'Université Grenoble-Alpes à la demande de la commune de Tignes en 2019, qui justement avait étudié le glacier donc, depuis 1982 et donc qui a pu faire à partir des évolutions du GIEC toutes les modélisations que vous avez vues traduites en motion design sur notre carte. Donc voilà, nous en fait, quand on doit travailler sur des phénomènes liés au changement climatique, si je prends notamment ça, en fait, les données, elles existent, mais les données, elles ne sont pas forcément très faciles à accéder et pas très faciles à comprendre. En tout cas, moi, pour la première fois, j'ai ouvert ce rapport, et là, je vous ai mis juste un extrait. J'ai un peu eu du mal à comprendre, à rentrer dedans. Et nous, en fait, l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte qu'on puisse traduire ces données qui sont scientifiquement justes, qui sont les plus fiables possibles. Il faut qu'on fasse en sorte que nos lecteurs, que le grand public puisse y avoir accès et puisse les comprendre. Parce qu'en fait, nous, un problème qu'on a souvent, par exemple, avec les publications scientifiques, c'est que quand on les reçoit, les publications scientifiques ou très techniques aussi, c'est qu'on a du mal à rentrer dedans. Et on se dit, mais encore, nous, ça fait déjà quelques jours qu'on lit des choses à ce propos, etc. Comment faire pour sensibiliser le grand public, pour le lecteur lambda, à des phénomènes qui ont un impact très concret, qui vont en avoir un impact très concret. Et donc, voilà, là, on a eu des données originales et on se met autour de la table avec mes collègues pour voir comment ces données techniques, ces données scientifiques, ces données précises, pas très faciles d'accès, mais qui sont importantes en fait, comment on peut les traduire visuellement de la meilleure façon possible pour que nos lecteurs puissent les comprendre. Et donc voilà, là on s'était dit, on pourrait faire une carte en 2D, ça c'est une option, et en même temps, quand on pense à la montagne, on a tous et toutes un peu vu, pour avoir fait de la rando, pour avoir fait du ski, etc., des cartes comme ça en 3D. Et on s'est dit, voilà, c'est pas forcément une carte 2D dessinée sur Illustrator avec les SIG qu'on utilise d'habitude, mais ça serait bien de faire en sorte que nos lecteurs puissent être un peu immergés dans cette géographie de la montagne pour voir de quelle manière ce changement climatique se traduit aujourd'hui et va se traduire dans les années à venir. Donc on a décidé en fait, mes collègues cartographes, ils se forment à plein d'outils différents aujourd'hui. Et donc, on a essayé de faire cette cartographie sur Blender. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Voilà, je vois des têtes qui font oui. Moi, ça ne me parlait pas du tout au début et encore, je touche pas trop à ça. Mais en fait, Blender, c'est un logiciel qui est utilisé dans les studios d'architectes, par exemple, ou pour les dessinateurs, dans le dessin animé, par exemple. Et en fait, ça permet de faire de la 3D tout en ayant quelque chose d'assez précis d'un point de vue géoréférencement. Voilà, en fait, mes collègues, ils préparent toutes les données sur des cartes géoréférencées et ensuite, ils vont les retravailler sur Blender pour pouvoir avoir un peu cette cartographie un peu en immersion, un peu à la manière d'un drone. Et donc, voilà, on a essayé de montrer ça de manière à que ça soit parlant, enfin que le lecteur en voyant dise waouh, effectivement il y a quelque chose qui vraiment qui a un impact et qui va avoir un impact qui est très concret, mais tout en restant juste pour ce qui est la donnée, son géoréférencement et et sa réalité par rapport au terrain. Et voilà, donc ça c'était un autre exemple en revenant, donc pour montrer
justement cette évolution, mais aussi dans ce format. Donc ça montre au niveau du glacier. Je vous ai montré aussi on montrait aussi à la fin de la carte comment la commune essaye de s'adapter à ces évolutions. En lisant ça, on pourrait se dire mais ça n'a pas de sens d'essayer d'arrêter la fonte. On voit que ça va arriver, quoi qu'il en soit, c'est juste une question de temps. Mais on voulait donner aussi, on voulait pas s'arrêter là. Il fallait qu'on donne aussi une autre dimension, un autre contexte à ce sujet, à ce travail cartographique, parce que nous, en fait, on n'est pas là pour juger ce que font les collectivités locales, on n'est pas là juste pour donner une vision un peu partielle. Donc, on avait ces données sur le glacier, donc on les a montrées, mais on voulait montrer aussi que, et c'est un peu ce qui est ressorti aussi des autres interventions, ce n'est pas s'adapter au changement climatique n'est pas si évident que ça, ce n'est pas si automatique que ça. Parce que des fois, on a des temporalités qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors voilà, je vous ai montré des changements qui sont très rapides, là, qui, à l'échelle de 2060-2090, un glacier qui va disparaître. Et en même temps, si on se met à l'échelle de la commune de Tignes, donc voilà, elle a... aujourd'hui, si vous allez à Tignes, vous allez voir le barrage du Chevril, un énorme barrage avec un grand lac artificiel. Mais jusqu'aux années 50, ça n'existait pas. Donc ça, c'est autre usage, par exemple, des cartes de l'hygiène. Donc ça, c'est une carte de géoportail une carte historique qu'on a plaquée justement sur le fond que mon collègue avait travaillé sur Blender. Ça n'existait pas avant ce lac. En fait, pour le développement électrique de la France, on a créé des barrages, on a mis en eau certaines vallées. Et du coup, pour éviter que les populations fuient massivement ces zones, on a essayé déjà, on les a indemnisés. Donc, il y avait de l'argent qui était disponible. On a essayé de les garder sur place en ouvrant d'autres perspectives économiques. Et donc, à partir des années 50, on a dit aux habitants de Tignes, il faut miser sur le tourisme, sur la neige, on en a en abondance, donc on va vous aider à faire ça. Et donc, c'était le plan neige qui a concerné plein d'autres communes. Peut-être qu'il y a aussi certaines personnes ici qui vivent dans l'une des communes qui avait été concernées par ce plan neige. Et donc, dire aujourd'hui aux habitants de Tignes, en fait, vous n'allez plus avoir de la neige, vous n'allez plus avoir de glace sur le glacier, donc il faut arrêter de s'acharner, voilà. Et c'est pas évident. Et donc, les autorités locales, elles doivent aussi composer avec ça. Donc, pour nous, le fait de cartographier cet exemple-là, c'était justement une bonne manière pour montrer à nos lecteurs qu'en fait, il n'y a pas forcément une entrée, il n'y a pas forcément un seul enjeu, mais qu'il y en a plusieurs. Et justement, vous le savez aussi en faisant vos cartes, c'est en superposant plusieurs données et aussi en comparant plusieurs échelles qu'on voit apparaître les phénomènes et qu'on voit vraiment apparaître là où il y a des problématiques justement sur lesquelles il faut intervenir. Alors, je suis un peu perdue dans le temps, je ne sais pas si... 5 minutes. Et si vous voulez, je vous propose de prendre des questions plutôt. Voilà. Parce que sinon, je pourrais continuer à parler longtemps et c'est pas le but. Personne. Si. Si ? Non ? Parce qu'aussi, il va y en avoir. Ah oui. Et c'est pas moi qui poserai la première question, par contre. Et voilà une question. Ta speaker. Oui, bonjour. Combien de temps vous mettez à peu près pour produire justement une de ces infographies entre le moment où vous décidez de faire ce reportage et le moment où vous le publiez réellement ? Alors, sur un projet comme ça a été publié début juin et on a commencé à en parler début avril. Ça paraît long, mais en fait, entre-temps, on n'a pas travaillé que sur ça. C'est-à-dire qu'en avril, notre rédactrice a été sur place. Moi, derrière mon ordinateur, j'ai commencé à regarder un peu l'histoire de cette commune, les données que j'arrivais à prendre à droite, à gauche, etc. Et après, on a rassemblé un peu les données. Je menais aussi des entretiens de mon côté avec, par exemple, le glaciologue qui avait coécrit le rapport que je vous ai montré.
On a commencé à plaquer des cartes en 2D. Après, on trouvait que c'était pas vraiment très parlant, donc on a décidé d'explorer la piste de l'outil 3D. Donc voilà, ça paraît long comme ça, mais en même temps, on avait aussi d'autres projets. On a l'actualité chaude de tous les jours qui tombe. Donc voilà, ce projet, il s'est étiré sur 4 mois, mais au niveau de la réalisation, si je devais mettre tout bout à bout, les heures vraiment qu'on a passées juste sur ce projet-là, je dirais 2 semaines. Voilà, que pour la carto. Question ? Moi, juste une remarque pour ceux qui ont encore des doutes sur l'utilité de la 3D. Là, voilà un très bon exemple de l'utilité de la 3D pour démocratiser une problématique pour le grand public, sans être condescendant par rapport à nos élus, mais parfois on a tendance à être trop technique par rapport à un sujet. Et c'est vrai que la 3D pourrait sans doute permettre de faciliter parfois la prise de décision de nos élus sur certaines de nos problématiques. C'est pourquoi, en tous les cas, au niveau du CREG, nous, on essaye d'y travailler et de vous proposer, en tous les cas, de s'efforcer de vous proposer davantage de données 3D pour, par exemple, permettre de réaliser ce type de travail qui a été présenté par Francesca. C'est clair que la 3D sur certaines problématiques est vraiment, permet de voir d'un coup d'œil. Après, c'est pas toujours possible parce que voilà, on n'a pas forcément le temps, mais non, je suis d'accord avec vous, c'est très parlant. Question, sinon je désigne quelqu'un. Ouais, j'ai une question. Oui. Depuis vos bureaux, j'imagine à Paris, quelle visibilité vous avez sur la production de données locales, justement ? Vous avez des portails de référence. Là, vous dites, vous avez fait un peu un tour d'horizon quand votre rédactrice est allée à Tignes. Vous vous tournez vers quoi naturellement pour chercher les données ? Alors, mes collègues géomaticiens, ils seraient beaucoup plus à l'aise que moi pour répondre à cette question, mais je me mets un peu je parle à leur place. On regarde beaucoup les plateformes. Déjà, tout ce qui est plateforme, Open Data, DataGoo, Vigen, c'est vraiment notre premier réflexe. ONF aussi, pour ce qui est par exemple des forêts. En fait, en fonction de la thématique, on va voir à la fois ce qui est produit au niveau national, mais après, quand on est sur des territoires plus circonscrits, clairement, on va à l'échelle vraiment de la région et on regarde à l'échelle des communes. Donc mes collègues, je sais que par exemple, là pour le dernier exemple sur le Nord-Pas-de-Calais, ont été voir un peu commune par commune s'il y avait des choses sur par exemple l'état des canaux de drainage ou s'il y avait des études sur le risque d'inondation. Voilà. Donc vraiment, on regarde, on a un regard le plus ouvert possible. Et on sait que à échelle très locale, il y a vraiment des données très précises qui sont produites. Et quand on arrive à les trouver, on est très content, quoi. Mais des fois, voilà, on est un peu confronté aussi à un manque de données. Par exemple, pour le projet adaptation, j'avais un autre volet sur lequel j'ai travaillé, c'était l'outre-mer. Et notamment la problématique de la submersion et de la montée des eaux. Et j'étais assez surprise de voir qu'on pouvait avoir des données à une échelle très locale, mais qui étaient très parcellaires. Et du coup, c'était très compliqué d'essayer d'avoir une vision un peu d'ensemble sur la globalité du territoire. Donc c'est toujours aussi la difficulté de savoir à quelle échelle on se positionne. Des fois, on aimerait bien prendre des échelles, mais on s'aperçoit que la donnée, elle n'est pas assez complète. Et aller à une échelle trop fine, à contrario, n'est pas assez parlant pour ce qu'on veut démontrer. Par exemple, par rapport à ce qui a été, à ce qui est remonté du terrain, avec des discussions avec des sources du terrain, quoi. Mais vraiment, on regarde tout ce qui est un peu API, SIG. Mes collègues, ils moulinent absolument tout ce qui est possible de mouliner. Et d'ailleurs, enfin, je vous invite, parce que on connaît des choses, mais pas forcément toutes. Il y a sûrement des pépites qu'on ne connaît pas, mais vraiment, s'il y a des choses que vous voulez porter à notre connaissance, n'hésitez pas. Enfin, je peux vous laisser mon contact avec grand plaisir. Et on se fera un plaisir de venir regarder plus dans le détail ce que vous produisez sur vos territoires, si aussi il y a des enjeux qui sont importants à raconter. Merci beaucoup, Francesca. Merci à vous.